Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Ildefonse Sapaki, directeur général du site d'information La Gazette du Togo, notre invité pour cette deuxième partie. Ildefonse, bonjour. Bonjour Jean-Marie et bonjour à tout le monde. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois dans Tissé. C'est vraiment un plaisir pour moi également de faire le déplacement et de venir partager avec vous tout ce qui concerne notre cher pays de Togo. Je profite de l'occasion pour saluer les populations infirmières et toute l'équipe, toute la rédaction de Radio Macopole. Voilà, toute la population d'Afanya, soit de vous écouter encore une fois. Nous allons y aller avec les commentaires sur l'actualité. Je pense que le statu quo n'est plus possible pour le Togo. La phrase est d'Emmanuel Macron, très commentée depuis quelques jours au Togo. Votre appréciation? Le statu quo. Vous savez, ce bout de phrase du président français est interprété de gauche à droite. Et lorsque moi j'ai écouté les autorités togolaises, en l'occurrence M. Gilbert Bawara, qui dit, je le cite, c'est la position constante du gouvernement togolais. Le gouvernement et sa majorité ne sont pas disposés à se mettre dans une logique de statu quo. Fin de citation. C'est M. Bawara qui parle. Je voudrais rappeler à M. Bawara qu'il y a quelques années, il était le premier des dirigeants togolais qui avait fait entendre ce qui se disait dans l'antichambre même du pouvoir togolais par rapport aux réformes. Je crois savoir, si ma mémoire est encore bonne, et je crois qu'elle est bonne, que c'est lui qui est sorti pour dire que la page des réformes est tournée. Alors que ce sont ces réformes qui devaient normalement doter le Togo d'institutions fortes. Aujourd'hui, il a été le premier, je le lui rappelle, à faire en sorte que le statu quo soit maintenu en refusant. En réalité, qu'a fait ton statu quo dans tout ça? Mais lorsque moi je l'ai conçu comme cette manière où le refus de l'alternance. Tout à fait. Vous avez sorti le mot. Le refus de l'alternance. On a opté pour une politique de la conservation du pouvoir. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que les premières autorités togolaises disent que nous sommes un seul peuple et qu'elles sont en train d'œuvrer pour l'unité nationale. Mais je vous donne deux exemples. Quand vous prenez l'administration togolaise, pour y accéder, vous devez être membre du parti au pouvoir. Ça, je le dis parce que il y a quelques années, un rapport du département d'État américain en a fait cas. Pour être embauché, vous devez être détenteur de la carte du parti au pouvoir. De membre. Et vous devez même remarquer, en appuyant mon exemple sur le fait que lorsque vous prenez l'organigramme même de l'administration togolaise, lorsque vous la prenez, vous ne pouvez jamais remarquer qu'il y ait un membre de l'opposition dans cette administration. Si vous hasardez à militer au sein d'une formation de l'opposition, vous ne pouvez jamais avoir un poste dans l'administration. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'opposant dans l'administration togolaise? Vous devez l'être dans votre cœur. Il ne peut pas l'afficher, c'est ça? Vous ne pouvez pas l'afficher. Vous savez le pays dans lequel nous vivons. Le deuxième exemple, c'est que je ne comprends pas pourquoi, au sein même de la nation togolaise, où on nous dit que nous sommes tous des fils et filles d'une même république, d'une même nation, d'un même pays, et que l'autorité se rend compte qu'il y a des formations politiques qui ont respecté à la lettre la charte des partis politiques, et aujourd'hui ces formations politiques sont en règle avec l'État. On leur empêche, ou on empêche à leurs militants de porter des t-shirts à l'effigie de ces formations politiques. Vous savez, dans un passé récent, quand vous portez le rouge,
qui est une couleur, surtout du PNP, vous êtes victime de toutes les catastrophes des forces policières, des forces de sécurité. Au-delà des partis politiques, même pour la société civile, nous voter par exemple. J'en viens. Pas seulement pour nous bloquer, mais aussi par Togo debout, parce que la dernière manifestation de Togo debout, en face du collège du plateau à Lomé, vous savez ce que ça a donné? J'y étais. J'étais là présentement, et tous ceux qui étaient abordés du t-shirt noir Togo debout ont fait les frais. Le confrère Rodrigue Arrigo, que je salue au passage, qui était avec le professeur David Dossé le jour-là, a été interpellé. Il a fallu qu'il montre sa carte de presse pour qu'il soit relâché. Encore que l'officier qui a conduit le détachement a ordonné à ces éléments de vérifier dans son sac s'il n'y a pas de tricot de Togo debout, et que si on le retrouvait avec un tricot de Togo debout, qu'on l'embarque. Vous voyez que l'unité nationale dont on nous parle, cette unité nationale n'en a pas. Peut-être pas de ça. Et c'est peut-être tout ça qu'on appelle, que Macron appelle statu quo, et qui devait changer. Ça veut dire que la position de la France par rapport à l'actualité, à la crise congolaise aurait changé. Vous savez, vous m'avez fait venir à la mémoire une très belle expression par rapport au refus de l'alternance. Et je vous donne encore un exemple par rapport au fait que dans un passé récent, on a eu des dialogues qui ont abouti à zéro. Peut-être sur des accords qui ne sont pas applicables. La PJ par exemple. Oui, on en vient tout à l'heure. Mais je voudrais faire relever quelque chose de très important dans la démarche même de ceux qui gouvernent le Togo. C'est quoi? C'est que lors des discussions, on ne sent pas de la part de ceux qui dirigent le pouvoir une démarche à faire en sorte qu'il y ait alternance. Il n'affiche pas cette volonté. Non. Vous vous rappelez? Et moi, je l'ai gardé encore en tête. Dans un passé récent, le président du groupe parlementaire uni, même il le qualifie de majorité au Parlement, déclarait sur une chaîne, moi j'étais présent là, que il ne faudrait pas qu'on empêche leurs champions de remplir, et que si on devait l'empêcher, ou si le dialogue, si les accords doivent marcher pour permettre quelque chose de bon, il faut ramener le compteur à zéro. Est-ce que cette manière de concevoir les choses permet une certaine alternance? C'est-à-dire que la personne a déjà fait 3 mandats. Et on demande si ça doit marcher, il faut que les Togolais oublient qu'il a eu à diriger au moins pour 5 années, 3 fois le pays. On ne comprend pas pourquoi. C'est pour cela que moi je dis qu'ils sont dans une dynamique de conservation du pouvoir. Et pour ce faire, la politique de la mauvaise foi est mise en branle, la politique du mensonge à outrance est mise en branle, et tout cela ne favorise pas un esprit qui nous amènera à l'alternance. Voilà. Et donc, par rapport aux propos de Macron qui sont interprétés et par exemple, quelle peut être aujourd'hui la position de la France vis-à-vis du Togo, de la Congo? Vous savez, les gens ont toujours tendance de dire que la constitution togolaise, actualité, n'a pas limité les mandats. Justement, la constitution en vigueur permet à fort de remplir oui, autant de points. Seulement que les gens ont oublié qu'une loi, c'est la lettre et c'est l'esprit. Alors l'esprit dit, nous limitons les mandats à 2. Et je crois même, M. Fornasimbe au mot, quand il le dit, je le cite, pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Et avec nos confrères de Tétuvel. Tout à fait. Alors, cette phrase-là ne vient pas de mon papa ni de moi, de M. Fornasimbe dans son projet. Des fois,
en prononçant cette phrase? Je crois que pour parler de M. Faure-Mercier, moi personnellement, avec tout ce que cela peut engendrer comme conséquence sur ma personne, je le qualifie comme une personnalité qui ne tient pas parole. Sa parole donnée est toujours foulée au pied. C'était pas le mensonge d'État. Je crois que politiquement parlant, pour le dire ainsi, c'est vrai. Mais nous ne devons pas rester dans la dynamique de faire prévaloir à chaque bout de don ce mensonge d'État. Je crois d'ailleurs que dans la culture d'État, pour une valeur, pour un homme d'État, il faut éviter ces choses-là. Ça ne peut que se passer en Afrique et plus particulièrement au Togo. Le président américain ni français ne peut jamais se permettre ce geste-là. Dire quelque chose au peuple américain ou français et faire le contraire. Vous savez que la culture de la politique au Togo, surtout pour ceux qui nous gouvernent, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit, cette politique-là a pour caractéristique la mauvaise foi. Voilà, nous allons revenir au dernier round de discussion parlant du dialogue intertogolais. Que dire aujourd'hui de la date indicative des facilitateurs parlant d'élection? Je crois que la confusion qui est née du communiqué final de la CEDEAO, nous devons relever cette confusion et demander à la CEDEAO d'être claire. Vous pensez qu'elle n'est pas claire? Non, je ne pense pas qu'elle n'est pas claire, mais je relève la confusion qu'il y a dans le communiqué, en ce sens que vous ne pouvez pas donner une date indicative pour le 28 novembre et demander à l'institution qui organise ces élections-là de suspendre ses travaux. Alors, il y a contradiction. Il y a vraiment contradiction. Ou alors, moi je sais que depuis que le dialogue a démarré le 15 février dernier et que un règlement intérieur a été adopté et signé par les deux parties, je crois, et je suis certain qu'il a été mentionné quelque part les réformes électorales. Dans un passé récent, ceux qui sont membres de la délégation du parti au pouvoir et du gouvernement uni ont dit qu'ils n'ont jamais accepté, qu'ils n'ont jamais mentionné qu'il y aurait une quelconque réforme électorale à discuter au cours du dialogue. Je crois que M. Nyana Akufo-Addo est venu remettre les pendules à l'heure. Pendant tout ce temps, ils ont accepté d'arrêter les travaux, mais les travaux n'ont jamais été arrêtés. L'autre fois, Gilbert Bawara a estimé que le processus électoral était suspendu depuis. M. Gilbert Bawara est un abonné au mensonge, parce qu'il a mal interprété d'ailleurs le communiqué du facilitateur. Tout juste au sortir du dialogue, vous avez entendu ce que M. Bawara a dit, et je crois que ce sont les propos même de M. Bawara qui ont obligé M. Alpha Condé de préciser les choses. Voilà. Et il faut le prendre comme ça, c'est un abonné au mensonge et au vulgaire. Donc, je disais que il y avait cette date indicative, tout comme dans la crise de la RDC, on a mentionné que les élections devaient avoir lieu en décembre 2017, suivant les accords de la Saint-Sylvestre, mais nous sommes en juillet 2018, les élections n'ont jamais eu lieu. Ça prouve que cette date-là, on n'est pas fini de la respecter, d'autant plus qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est maintenant que je reviens sur les propos, une fois encore, de M. Bawara concernant la réforme dont il parle. Est-ce que nous devons être dans la dynamique de ces gens-là qui, hier, disent « nous n'allons pas faire ceci », la page est tournée, la page... Et on revient, on dit « nous allons faire les réformes ». Alors moi, c'est comme je demandais la dernière fois à un confrère, quelles sont les réformes dont les pages sont tournées? Et M. Bawara nous avait parlé il y a quelques mois. Quelles sont les réformes que M. Bawara annonce de nouveau?
Moi, je crois que la politique du dilatoire a toujours rattrapé et elle rattrape aujourd'hui parce que vous dites quelque chose et son contraire à la fois. Vous donnez votre parole en tant qu'homme d'État et vous la reniez. Je crois que ce sont ces mots-là qui minent l'État togolais, qui sont considérés aujourd'hui comme un frein à l'esprit de l'alternance dans notre pays. Revenons à la CEDEAO, dans les élections, qu'il y ait élection ou pas, la CEDEAO doit se retrouver dans ce mois de juin. Quelle peut être la solution? Quelle peut être la décision de la CEDEAO en faveur du Togo? Je crois, moi, je l'ai dit et je le répète, je l'ai plusieurs fois dit à Lomé, je le dis à Fagnan. Je crois que la CEDEAO doit corriger le tort qu'elle a causé aux Togolais en 2005. Parce que j'ai dit que si la CEDEAO tient compte vraiment des constitutions de ces États membres, ce qui s'est passé en 2005 ne devait pas se passer. Et aujourd'hui, je dirais que c'est par accident que nous avons à la tête de l'État togolais M. Faure Gnassingbé. Parce que quand vous prenez la constitution togolaise en son article 144, cet article a dit que vous ne pouvez pas toucher à la constitution en période intérimaire ni pendant la vacance du pouvoir. Et l'article 148 précise, si vous le faites, vous avez commis un crime imprescriptible et on devait vous punir. La CEDEAO, si elle se focalisait sur éventuellement les constitutions de ces États membres, une fois que la Constitution a été violée en 2005, c'est-à-dire l'article 144 a été violé en 2005, tous ceux qui ont participé au coup d'État constitutionnel devaient être passibles d'une punition, et également le bénéficiaire, parce que directement, M. Faure Gnassingbé n'était pas touché, mais il a été le bénéficiaire du coup d'État constitutionnel. Alors, ce tort-là qui a été causé aux Togolais, ça nous a valu au moins 500 compatriotes décédés. Ce tort... Sauf que sur les chiffres, les rapports sont différents. Non, moi j'ai pris 500 pour la commission de l'ONU qui est venue rétablir les faits. Même une centaine que la commission de maître Joseph Kofigo a donné, mais la Ligue togolaise des droits de l'homme a dénombré 1000. Mais moi, je me focalise seulement, même si c'est 2 personnes qui sont mortes, je crois que 2 vies parties comme ça, parce que quelque part, on a refusé de respecter les lois de la République, on a voulu conserver le pouvoir, et parlant de statu quo, en revenant encore là, je vais vous faire comprendre également que lorsqu'on nous dit que le RPT est devenu un parti défunt et qu'aujourd'hui c'est uni, moi je vous dirais, et je dirais toujours non, parce que le système est resté le même, la méthode est restée la même, ce sont les mêmes hommes, ce sont les mêmes personnalités qui incarnent cette formation politique-là. Y a-t-il statu quo ou pas? Ah oui, on peut dire oui. Oui, mais on peut le dire, il faut l'affirmer, parce que nous sommes en face des gens qui sont passés, qui font semblant de faire une transition entre un parti défunt qui a causé autant de tort aux Togolais, qui, au lieu de poser des actes, ont voulu prendre des Togolais comme des abrutis, en créant une formation, c'est-à-dire en maquillant tout ce qui a été fait de mauvais, et en disant aux Togolais que maintenant c'est un esprit nouveau. L'esprit nouveau s'est focalisé sur les mêmes personnalités, la même méthode et le même système. Et le même système. Et tout repose sur la conservation du pouvoir. Vous savez, ce qui pose aujourd'hui aussi problème, c'est que notre armée ne respecte pas sa mission, constitutionnellement parlant. Et constitutionnellement parlant, l'article 147 demande à notre armée de protéger l'intégrité territoriale contre les envahisseurs et les agresseurs. L'article 149 limite la mission des forces armées.
Mais on a comme l'impression au Togo depuis un moment, depuis août 2017 jusqu'aujourd'hui, que la mission régalienne de l'armée togolaise repose essentiellement sur les violences exercées sur ceux qui aujourd'hui se considèrent comme des opposants, c'est-à-dire des gens qui s'opposent au pouvoir actuel. Parce que je ne peux pas concevoir, je le dirai toujours, je ne peux pas concevoir que constitutionnellement parlant, lorsqu'il faut parler de l'armée togolaise, qu'elle protège l'intégrité territoriale contre les envahisseurs et qu'on prenne des citoyens comme des envahisseurs, qu'on violente, qu'on tabasse, qu'on tue. Parce qu'aujourd'hui, d'août 2017 à juillet 2018, on compte beaucoup de personnes qui ont rendu la vie. Beaucoup de blessures et beaucoup d'arrêts. On en vient également. Vous savez, par rapport au communiqué final, c'était des mesures urgentes et des mesures qu'il faut adopter à l'avenir. Dans les mesures urgentes à exercer urgemment, il faut entre autres la libération de ceux qui ont été arrêtés. Moi, jusqu'aujourd'hui, je me pose la question de savoir sous quel délit on a pu arrêter les membres des nouveautés, Kokoroko Vincent, Isa Joseph, et je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont réellement fait pour qu'ils soient aujourd'hui des otages du pouvoir en place. Mais je m'inquiète aussi sur la situation de mon ami et frère, Asiba Johnson, qui est toujours un défenseur des droits de l'homme, qui a produit un rapport, qu'il a énoncé, rapport préliminaire. Il n'est pas encore entré dans le vif du sujet. Le gouvernement togolais s'est senti morveux, a fait quoi? L'a fait arrêter. Nous avons protesté en disant, vous ne nous avez pas prouvé que les faits relatés dans le rapport de Asiba Johnson ne sont pas vrais. À travers un autre rapport, vous mettez en prison la personne. Alors qu'il a dit que c'est un rapport préliminaire. Mais ce sont des choses, et tout le monde sait que dans ce rapport, il n'a pas du tout aménagé le pouvoir en place. Et quand vous devenez des gens pour ce pouvoir, vous savez ce qu'on vous fait. Soit on vous assassine, ou bien on vous arrête, on vous jette en prison, ou bien on vous contraint à l'exil. Ça, c'est des méthodes de la conservation du pouvoir aussi au pays. Par là, toujours de se communiquer le droit manifesté doit être détruit sur toute l'étendue du territoire national. Et aujourd'hui, la C14 compte encore marquer de ça. Je crois que si le communiqué, vous savez, il faut relever un fait. Et je tiens à le dire ici, à informer les populations d'Afrique sur quelques aspects des discussions à l'hôtel du 2 février la dernière fois. Les indiscrétions, puisque j'ai pris l'un avec certains responsables de la classe politique de l'opposition, les indiscrétions ont fait état de ce que lorsque le gouvernement et la majorité au Parlement ont été consultés par les facilitateurs, on leur avait demandé, et écoutez-moi très bien, parce que ça vaut pour l'histoire, on leur avait demandé de présenter des propositions de sortie de police. Ils n'en avaient pas. Le pouvoir ou bien la C14? Non, je parle du pouvoir. Le pouvoir a été consulté par les facilitateurs pour des propositions de sortie de crise. Ils n'en avaient pas. Et je vais vous rappeler un fait très important. Il était question de cette manière de se comporter de ceux qui nous dirigent dans les dialogues antérieurs où l'expression « nous sommes des sourds muets » était sortie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le dialogue de Togo Télécom 1 et 2, où la délégation de UNIR et les délégations gouvernementales avaient dit « nous, on n'a rien à dire ». C'était ce qui s'est passé la dernière fois, également à l'hôtel du 2 février,
ça a fait provoquer le courroux de M. Alpha Condé qui a dit, mais tiens, mais vous venez là, voulez-vous effectivement que cette crise-là prenne fin et vous êtes arrivé, vous n'arrivez pas à proposer. Alors, si vous n'arrivez pas à proposer, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire appel à votre chef. Je rappelle que M. Fornessimile a été appelé et c'est lui qui est venu décanter la situation en acceptant ce que ses mandants ont refusé de faire. Et vous voyez que cela me donne une idée de ce que les ministres et certaines personnalités qui gravitent autour du pouvoir togolais n'ont pas de pouvoir de décision. C'est quelque chose que je peux qualifier de coquille vide. Vous savez pourquoi ils sont traités ainsi? Moi, j'ai jamais entendu dans une république où vous êtes porté pour être ministre, c'est-à-dire responsable d'un département gouvernemental, et quand vous innovez ou vous initiez quelque chose, vous répétez bêtement la phrase sur instruction personnelle du chef de l'État, tout comme si vous-même, vous êtes bon à rien. Moi, je ne comprends pas. Et vous avez vu la démonstration, c'est que, excusez-moi de dire qu'ils sont bons à rien, parce qu'ils n'ont pas pu satisfaire les facilitateurs, et les facilitateurs étaient obligés d'appeler M. Faure, comme je l'ai dit. Et quand les facilitateurs ont essayé de demander à la coalition a proposé 8 points. Vous voyez la différence? Ceux qui sont animés de cet esprit d'ouverture pour résoudre une crise, et ceux qui sont venus, qui disent nous voulons essayer de résoudre la crise, mais qui disent on n'a pas de proposition. Malheureusement, enfin, c'est eux qui étaient à l'origine du dialogue, c'est eux qui ont appelé le dialogue, mais il n'y a pas de proposition. Vous savez, la démarche du pouvoir togolais a été comme ça. Moi, j'ai demandé plusieurs fois à mes confrères animateurs qui est-ce qui est initiateur du dialogue et pourquoi. Moi, je sais. Et les indiscrétions ont fait état de ce que c'est M. Fornessimile qui a demandé à ses pairs de l'aider à résoudre la crise. Et Dieu, sans avoir de proposition. Et Dieu, mais vous voyez que une chose est de faire quoi à la communauté internationale, qu'on a la volonté, qu'on a la volonté, mais une autre chose est de prouver à l'intérieur que je l'ai dit, mais je pointe le doigt accusateur sur l'autre en disant que c'est lui. Poursuivant les indiscrétions de ce qui s'était passé à l'hôtel du 2 février, vous savez, quand M. Fornessimile est arrivé à décanter la situation et qu'on avait mis les deux groupes ensemble pour la lecture du communiqué final, les ministres sont venus parler. Vous avez lu sur les réseaux sociaux, moi je confirme aujourd'hui, qu'est-ce que M. Alpha Condé a dit à M. Boukessi? Taisez-vous, taisez-vous, parce que tout à l'heure, on vous a dit de proposer, vous avez refusé. Et à quelqu'un d'autre, vous voulez parler? Il n'y a pas de président dans une nation. Vous voyez que, à force de jouer à ce jeu malsain qui consiste de dire à la face du monde que nous sommes prêts, nous avons la volonté. Et quand il est question de traduire dans les faits vos idées, votre volonté, on se rend compte que ce n'est que du mensonge. C'est ce qui a caractérisé le régime togolais depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Moi je l'ai dit que le mensonge est devenu un système de gouvernance au Togo. Parce que même, et ça me fait chaud au cœur, quand vous écoutez le chef de l'État depuis que les accords ont été signés, surtout l'APG a été signé, où il a dit sur FM Liberté en février 2019 qu'il fera les réformes avant la présidentielle de 2010. Ça n'a jamais été le cas. Il a proposé que les secteurs qui étaient en proie dans son administration, en l'occurrence l'éducation et la santé, on devait faire les états généraux. Le chef de l'État a annoncé les états généraux qui n'ont jamais eu lieu. Et d'autres choses encore.
Et d'autres choses encore que je peux citer en exemple. Quand vous vivez dans un état comme ça, et que ce sont les premiers responsables qui font des promesses et qui ne les tiennent pas, comment allez-vous les qualifier? Est-ce que ce sont des gens qui véritablement veulent que ça change, ou bien ils sont acteurs, ou bien ils sont des faiseurs du statu quo? Voilà. Nous allons peut-être changer de sujet, nous resterons avec les députés togolais qui ne semblent pas être convaincus par les propos du ministère des Travaux publics sur l'affaire Bolloré, l'autre fois à l'hémicycle. J'ai relevé l'arrogance du ministre Moussa. Et j'ai fait une remarque sous forme d'observation. Vous savez, lorsque vous prenez le protocole d'État donne beaucoup plus d'importance et de pouvoir aux députés, parce qu'ils sont élus. Voilà pourquoi on les appelle les élus du peuple. Pas contrairement aux ministres qui ont été nommés et qui sont de simples serviteurs de la nation. Mais à l'opposé, les ministres togolais se comportent comme le Dieu, des tout-puissants. Exemple, c'est encore celui de M. Moussa devant les députés. Qui ne vous connaissez pas les chiffres par rapport au gouvernement, tout ça. Oui, je crois aussi que c'est la culture du pouvoir en place. C'est-à-dire mentir, c'est-à-dire voler. Parce que vous avez écouté tout à l'heure Jacques ici qui... Et moi-même, j'étais au courant le jour de l'inauguration du 3e quai, où on avait annoncé une bagatelle somme de 300 milliards. Aujourd'hui, on parle de 150 milliards. En commençant le débat, je dis que c'est ça qui caractérise la gouvernance au Togo. Et en plus de cela, il faut noter l'impunité. Parce que ces milliards qui se volatilisent dans la nature, et on ne voit pas leur traçabilité. On ne sait pas à quoi on servit l'argent. Pendant tout ce temps, il y a des besoins sociaux qu'il faut satisfaire. Le gouvernement, l'État togolais, le pouvoir togolais, tout ce Bataclan dit, nous n'avons pas d'argent. Et pourtant, des milliards s'envolent. Des milliards, nous ne disons pas des millions, des milliards s'envolent dans des caisses d'État. Et on ne sait pas qui a pris. Qu'est-ce qu'on en a fait? Non, je ne comprends pas. Et au lieu de se comporter comme un bon serviteur pour donner les informations qu'il faut, monsieur le ministre renvoie les députés à aller voir dans les rubriques. Ça ne se fait pas comme ça parce que la mission principale d'une Assemblée nationale, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Quand vous savez que vous n'avez pas bien géré, on peut se livrer à ce genre de jeux, de prestations et de pratiques dont a fait cas le ministre n'est pas au. Nous allons finir avec un dernier sujet. La norme du CFU Sylvain Celui qui restera fermé pendant près de 3 mois. Vous comprenez la musique? Je dis seulement que c'est une bêtise. C'est pour des travaux de répression. Je dis que c'est une bêtise. C'est pour améliorer la norme. Je dis toujours que c'est une bêtise. Ça veut dire que vous ne comprenez pas la décision. Vous savez que quand on me dit sauver une vie et arranger là où vous refusez de sauver la vie, on enverra à la personne, je préfère qu'on sauve la vie. Ça veut dire qu'il se préoccupe plus de la mort que de la santé des gens. Ça voudrait dire qu'il se préoccupe plus de la mort des citoyens togolais que leur santé. Peut-être que c'est votre déduction. Je ne déduis pas, mais je vous dis que nous ne pouvons jamais cesser, moi je ne peux jamais cesser de le dire, j'ai parlé tout à l'heure des besoins sociaux. L'un de ces besoins-là, c'est qu'on essaie au moins de doter le centre de référence qui est le CHU au coin du matériel. Mais vous ne pouvez pas appeler le CHU au coin le centre de référence et que ce centre soit dégarni de scanners. Pardon. Mais est-ce que on sauve, ou le gouvernement veut sauver la vie en faisant tout pour que les gens se soignent bien, ou bien
sachant très bien que sa politique, c'est de faire mourir les Togolais. On veut arranger en premier les 8 morts. Je comprends pas. Voilà, nous sommes à la fin de Actu 7, notre invité pour ce numéro de défense à Paki. Nous sommes pratiquement à la fin. Peut-être un dernier mot pour conclure. Je crois que nous avons oublié de dire. Il y a un groupe qui dit que les manifestations, il n'en veut pas. Je crois d'abord que c'est un droit constitutionnel. Et dans le communiqué final, il a été dit que cela se fera en commun accord avec les responsables de la sécurité. Nous voulons tous la stabilité au Togo, la paix au Togo. Et donc, que personne n'en fait sur vous. Moi, j'ai toujours dit, nous devons essayer de respecter les lois de la République pour que tout le monde soit. Voilà, ce sera le mot de la fin pour ce numéro de Actu 7. Merci à toutes et à tous. Merci encore une fois à vous, Défense à Paki, d'avoir accepté d'Actu 7. Ça a été toujours un plaisir. Voilà, Dieu Kofi a assuré la mise en onde. Appelez-moi Jean-Marie Gonçalves. La rediffusion, c'est demain dimanche à partir de 20h. À la prochaine. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.